Logique Floue est un podcast consacré à l'intelligence artificielle et au monde qui se construit autour d'elle. Au fil des épisodes, des chercheurs, entrepreneurs, philosophes ou acteurs publics viennent partager leur vision de l'IA. D'autres épisodes sont consacrés aux femmes et aux hommes qui la développent au quotidien. Dans ce nouvel épisode, rencontre avec Jérôme Wabian, cofondateur de Spirops, amateur de jeux de rôle et de monde virtuel. Pour imprimer ChatGPT sur un papier et essayer de comprendre ce que c'est, il faudrait imprimer un papier quasiment grand comme la Terre, sur lequel seraient remplis des numéros, des milliards de numéros, où personne ne comprendrait rien. C'est-à-dire le créateur de ChatGPT serait incapable de dire « Ah, là, à la colonne 4 milliards, machin truc, il y a un chiffre qui n'est pas bon, il faudrait le changer. » Nous, on a une approche complètement inverse, où les données sont conçues, enfin pas les données, mais les algorithmes sont écrits de manière à ce que n'importe qui, mais vraiment n'importe qui, soit capable de relire l'algorithme, de le comprendre et de se dire « Ah là, je vois, il y a eu telle faute de raisonnement à cet endroit-là, c'est pas comme ça qu'on aurait dû faire, c'est plutôt comme ci, etc. » Et quelqu'un tomberait, par exemple, on mettrait on enfouirait sous le sol un cerveau, on appelle ça des cerveaux, un cerveau de Spirops, et quelqu'un le retrouverait dans 500 ans, il l'ouvrirait, il comprendrait complètement. Il pourrait s'en servir pour transmettre des données à quelqu'un d'autre. Oui, bonjour, je m'appelle Jérôme. Je suis le cofondateur de Spirops, qui est ce laboratoire indépendant d'intelligence artificielle, c'est-à-dire de techniques de prise de décision. Ça fait combien de temps que Spirops existe ? On a créé avec Axel l'entreprise en 2003, donc ça fait 22 ans. Tu as défini Spirops comme un laboratoire de recherche, donc pourquoi est-ce que tu utilises ce terme-là ? Alors, pourquoi on utilise le terme de laboratoire de recherche ? C'est parce qu'on est dans une société très orientée, on va dire, capitaliste, où finalement le but d'une entreprise est essentiellement de faire du profit. Et donc, si on ne précise pas que nous, on est une entreprise orientée recherche, l'objectif n'est pas de faire du bénéfice, mais de faire avancer la recherche, on va tout de suite tomber sur des clients ou des prospects qui vont pas être alignés avec nos valeurs. Donc, on a fait ce choix de directement présenter l'entreprise comme un laboratoire privé qui permettait assez rapidement aux gens de comprendre où est-ce qu'on se situait sans introduire à chaque fois tous les concepts. Ok, est-ce que tu veux nous parler du fonctionnement un peu particulier de Spirops, justement ? Donc la particularité de Spirops, en ce qui concerne son fonctionnement, on pourrait décrire ça comme l'idée de faire passer en avant l'intérêt, la motivation des personnes, de trouver ce qu'on appelle des incentives qui soient pas liés à l'argent, mais liés à d'autres valeurs, pour pouvoir garder le plus longtemps possible des chercheurs, pour être capable d'avoir des recherches qui vont durer 10, 15 ans, là où finalement on s'aperçoit dans les autres entreprises privées qu'il y a une durée à peu près de 3 ans. Au bout de 3 ans, on considère qu'on a fait le tour de son poste et on change d'entreprise. Nous, on prend les choses par un autre bout. Donc le salaire ne va pas augmenter au cours des années, enfin très linéairement. Et ça va être l'intérêt des projets, la liberté de choix, la liberté de décision, le fait de se sentir faire entièrement partie de l'entreprise qui vont être les valeurs principales qui vont faire que les gens vont vouloir venir travailler ici. Comme nous, on est tous des passionnés de développement, et ça fait que même les plus anciens comme moi-même, qui sommes donc là depuis 22 ans, on continue tous les matins à faire ce qu'on aime, c'est-à-dire faire de la programmation. Comment toi, en venant du jeu vidéo, finalement, t'as fini par te dire que ce qui t'intéressait, c'était l'intelligence artificielle ? Alors, en fait, l'intelligence artificielle, c'est une notion qu'aujourd'hui on ne présente plus. Mais pendant de nombreuses années, je devais expliquer ce que c'était parce que les gens ne comprenaient pas exactement le concept. Et même quand on parle d'intelligence artificielle avec des scientifiques, avec des chercheurs, en fait, ils présentent, quand ils font une timeline de l'histoire de l'IA, ils parlent d'une période d'or, un âge d'or, puis ensuite un peu une pause avec un truc qu'ils appellent
l'hiver de l'IA, où pendant de nombreuses années, il n'y aurait pas eu de progrès scientifique, comme si tout était en attente jusqu'à ce qu'il y ait ces nouvelles technologies qui permettent de faire de l'IA et qu'on entende tous parler de ça. Mais en fait, ce n'était pas vraiment vrai. Dans certains domaines, l'IA était très active, particulièrement dans le monde du jeu vidéo. Dans le monde du jeu vidéo, depuis toujours, on peut jouer contre l'ordinateur. On va avoir l'ordinateur qui va être soit par exemple dans un match de foot, il va pouvoir jouer les personnages du camp opposé ou un jeu de combat ou n'importe quel jeu comme ça. Même dans un jeu comme Pac-Man, on peut considérer que les fantômes qui nous poursuivent sont des formes simplifiées d'IA. Donc dans le monde du jeu vidéo, c'est tout à fait normal de continuer depuis toujours à penser à l'intelligence artificielle et à essayer de rêver d'avoir des personnages, ce qu'on appelle des NPC, des personnages non joueurs, plus intelligents, plus intéressants, avec qui on pourrait s'attacher à ces personnages, etc. En reprenant cette idée de labo de recherche qu'est Spirops, quel est finalement le but que tu cherches à atteindre en faisant ces recherches ? Alors, moi, mon but personnel, qui n'est pas forcément le but de tous les membres du laboratoire, c'est d'être capable de créer des mondes virtuels remplis d'intelligence artificielle qui auraient la capacité de raisonnement proche de celle d'un humain. En fait, moi, je suis un passionné de jeux de rôle et mon grand rêve, c'est de pouvoir aller dans un monde virtuel rempli d'autres êtres humains virtuels avec qui je vais pouvoir échanger, créer des liens d'amitié, créer toute forme de connexion, exactement les mêmes, du même ordre d'idées que ceux que je pourrais avoir avec des copains quand on décide de jouer ensemble à quelque chose. Et pour arriver à ça, l'idée serait de réussir petit à petit à reproduire les différents mécanismes du cerveau humain, comme le raisonnement, synthétiser des concepts, être capable d'avoir de la mémoire, synthétiser sa mémoire pour en extraire des nouvelles notions, pouvoir avoir des liens affectifs avec les gens, des motivations personnelles, etc. Donc, essayer de faire que toutes ces briques technologiques puissent un jour être assemblées ensemble pour créer des cerveaux complets, proches de la réflexion humaine. Alors, le but n'est pas d'aller aussi loin que ce que ferait un humain, mais d'avoir quelque chose de beaucoup plus riche et de beaucoup plus intéressant que ce qu'on va avoir aujourd'hui, où dans des jeux, finalement, les personnages virtuels sont des personnages un peu immobiles qui vont nous vendre des objets et avoir un dialogue très limité. Est-ce que ça ressemble un peu à ce que tu avais en tête quand tu as commencé à bosser dans le jeu vidéo, ou est-ce que ta vision de tout ça a évolué ? Alors, cette vision n'a pas tellement évolué, parce que pendant très longtemps, finalement, c'était une préoccupation qui n'était pas tellement évoquée. Et là, de plus en plus, j'entends parler de projets qui vont dans cette direction. Donc, il est possible que ça voit le jour, peut-être bientôt, et peut-être qu'on pourra collaborer à ce genre de projet, parce que finalement, nous, en étant un petit laboratoire de notre côté, on va beaucoup moins vite que si on pouvait s'associer avec d'autres. Et ça tu trouves ça excitant ? Oui, ça j'adorerais. En fait, c'est assez paradoxal, mais alors qu'aujourd'hui, on parle énormément d'intelligence artificielle, on continue à se sentir très seul. Pendant une quinzaine d'années, on connaissait quasiment aucune entreprise qui faisait de l'IA, donc on était un peu tout seul. Et maintenant, tout le monde en parle, mais ils font des IA extrêmement différentes de ce qu'on veut faire. Donc, c'est pas beaucoup plus des partenaires potentiels qu'à l'époque. Et là, aujourd'hui, tu sens un mouvement qui est différent ? Oui, je vois différents projets là, qui commencent à émerger et qui vont dans la direction de ce qu'on veut faire. Et donc, dans l'idéal, vous rassembleriez aussi vos forces ou votre élan avec d'autres sociétés, ou tu vois ça plutôt au sein de Spirops ? Alors nous, ça fait plusieurs années que personnellement, moi j'ai ce projet de créer une communauté de gens de l'IA qui ont les mêmes valeurs que nous. C'est-à-dire finalement pas un but commercial, pas le but d'être dans la hype de ce qui marche le plus en ce moment, mais plutôt d'être dans cette idée de reproduire les mécanismes du raisonnement humain pour faire des personnalités proches de ce qu'on peut retrouver dans le film Her,
où on a cette assistante vocale qui est extrêmement intelligente et avec qui un lien affectif très fort se lie avec le personnage principal. Donc oui, on a cet objectif de créer cette communauté pour faire entendre notre voix, parce que pour l'instant, pas grand monde sait qu'on existe, parce qu'il est certainement, c'est assez certain qu'il doit exister d'autres équipes qui ont le même genre de valeurs que nous et avec qui on pourrait créer une communauté. Enfin, est-ce que tu trouves que vos valeurs se retrouvent à un certain endroit avec tout le boom de l'IA là, dont on parle aujourd'hui, ou est-ce que tu sens que SpearUp s'est positionné très différemment et pourquoi ? Alors, on se sent extrêmement différent. Déjà, on est encore catalogué de start-up. Donc la notion de start-up, elle est un peu large. Et comme on fait de l'IA, on développe de nouvelles technologies, souvent on est mis dans le même bain que les start-up. Et le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout start-up. Déjà, on n'est pas start, puisque ça fait 22 ans qu'on est là. On n'est pas up, parce que nous, on n'a pas de logique de croissance. On est à effectif constant depuis des années. Et on n'a pas d'objectif de revendre notre entreprise. Nous, on veut faire des recherches au long cours et faire ça avec différentes personnes. Donc ça, cette notion-là, elle est traite parce que dès qu'on essaye de nous accoquiner avec d'autres, finalement, on se rend compte qu'on a des valeurs quasiment opposées. Donc les autres chefs d'entreprise que l'on rencontre comme ça par hasard quand des gens essayent de nous associer parce qu'ils voient en nous des similitudes parce qu'on serait des startups d'IA, ont des valeurs très généralement opposées aux nôtres. Et ils sont très sympathiques, hein, et je leur souhaite du succès, mais c'est pas du tout ce qu'on cherche. C'est pour ça qu'on a besoin de créer cette communauté et d'expliquer notre démarche pour pouvoir trouver les personnes avec qui on pourrait avancer dans cette direction. Est-ce que tu veux me reformuler cette démarche justement là clairement ? Nous, notre objectif, c'est de faire de la recherche où intellectuellement, on va travailler sur des algorithmes et on va avoir ce plaisir de créer. Donc ça veut dire faire ces algorithmes à la main. Aujourd'hui, les technologies d'IA les plus répandues utilisent des systèmes d'apprentissage automatique à partir d'un grand nombre de données. Ça donne des résultats géniaux, mais pour l'ingénieur qui développe ça, c'est pas passionnant. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que finalement, cette approche de prendre énormément de données, de le mettre dans un très gros calculateur et de faire mouliner ensemble, c'est extrêmement énergivore, ce qui est en contradiction avec nos valeurs d'essayer de faire des IA qui puissent finalement être bénéfiques pour la société, alors que là, il y a un gros problème de surconsommation énergétique. Surtout que là, on parle de ChatGPT ou équivalent, où on pose une question à une personne, etc. Moi, dans les univers que j'imagine, on joue un jeu et il y a genre 50 000 personnes qui sont en train de penser et qui sont en train de vivre dans l'univers. Si on utilisait des techniques proches de celles de ChatGPT, on aurait une consommation qui serait pharaonique. Donc nous, on a des approches très, très différentes. On sait que le fonctionnement des machines vivantes est orienté sur le minimum de consommation énergétique. Donc, à travers l'évolution, etc., on se doute que le principe de réflexion d'un être humain a été conçu, orienté pour être le moins énergivore possible. Donc, on se dit qu'en imitant ce mécanisme-là, on va réussir à avoir des résultats qui vont consommer extrêmement peu de ressources. On voit bien qu'un être humain, on lui donne un petit sandwich, donc un petit morceau de pain, un petit morceau de jambon, et il peut réfléchir toute la journée. On est très très loin des consommations énergétiques qu'aurait besoin de ChatGPT si je lui posais des questions 24 heures sur 24 toute la journée. Alors, il y a aussi d'autres valeurs. C'est-à-dire que nous, notre approche de développement de l'intelligence artificielle, ça consiste à prendre des experts ou prendre des gens qui ont une façon de réfléchir et d'essayer d'imiter leur réflexion et de transformer un peu cette réflexion dans une machine.
Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence ? Ça a comme conséquence que finalement, il y a une sorte d'apprentissage, de transmission d'informations, de transmission de savoir. Donc, c'est un expert qui va finalement expliciter tout son savoir-faire qu'il a accumulé durant des années et il va les transmettre à l'occurrence là, finalement, un algorithme, alors qu'avant, il aurait transmis ça à son apprenti, etc. Donc, on a une continuité de chaîne d'apprentissage où, génération après génération, il y a le savoir qui se transmet de maître à élève, on va dire, en étant un peu caricatural. Nous, on voudrait conserver cette approche. Donc, on a des experts qui transmettent leur savoir à des machines. C'est transféré de manière compréhensible, c'est-à-dire que la machine, elle, ensuite, est capable à elle-même d'apprendre à un autre être humain ou d'apprendre à une autre machine. Et on continue comme ça à faire génération après génération cette notion de transmission d'informations qui a fait qu'on est parti de l'homme des cavernes et qu'aujourd'hui, on est capable d'aller dans l'espace. Et ces autres technologies qu'on appelle le deep learning, qu'on voit avec ChatGPT, etc., n'ont pas cette approche. Donc, elles n'ont pas besoin d'experts pour accumuler des données et faire des réflexions. Donc, elles ne sont pas capables de prendre le savoir-faire d'un expert. Donc, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que dans une société où, d'un seul coup, tous les êtres humains, on va leur dire, c'est bon, vous pouvez partir à la retraite et tout ce que vous avez fait jusqu'à présent, on ne va pas s'en servir. Ça, je trouve ça un peu dommage. Et puis après, on a cette questionnement. Une fois que les IA auront appris plein de choses sans qu'on leur transmette quoi que ce soit, mais qu'elles n'ont pas cette capacité d'apprendre ou de transmettre leur savoir à d'autres êtres humains ou d'autres machines, est-ce qu'on ne va pas dans une voie sans issue ? Quelle est la suite du raisonnement ? Est-ce que ça ne fait pas un peu peur, finalement, un monde où on aurait transmis tout notre savoir à des machines ? Et puis, qu'est-ce qui se passe pour les humains ? Qu'est-ce qu'ils savent ? Qu'est-ce qu'ils apprennent ? Comment ils continuent à vivre ? Alors, moi, je trouve que cette vision qui peut faire un peu peur et on va dire, est caricaturale. A priori, il n'y a aucune raison que les humains décident de transmettre tout ce qu'ils savent uniquement à des machines. Les gens, par exemple, qui vont se retrouver à devoir travailler moins parce qu'il y a des machines qui vont faire une partie de leur travail à leur place, ils vont pas rester enfermés chez eux à rien faire. Ils vont aller voir des amis, ils vont discuter avec leur famille, leurs enfants, ils vont transmettre des choses, ils vont se raconter des histoires. La transmission humain-humain existera, j'espère, toujours. Il y aura aussi des transmissions humain-machine. Il y aura des transmissions machine-humain. On peut tout à fait imaginer qu'il y aurait des machines avec qui on développe des affinités, qui puissent avoir des rôles de professeurs et enseigner des choses à des humains, etc. Donc, il n'y a pas moi, on va se retrouver à avoir dans un monde hybride où il y a d'un côté des humains, d'un autre côté des IA. Tous ces personnages interagissent ensemble, ont une forme d'empathie, c'est-à-dire que les humains veulent du bien aux machines et les machines veulent du bien aux humains. Et on a comme ça cette espèce de continuité, de transmission de savoir. Par contre, si on a ce scénario d'une immense IA qui concentre tous les savoirs, toutes les connaissances, là, effectivement, j'ai du mal à voir un avenir positif à cette vision du futur. Et ça, c'est plutôt quelle IA ? Alors, je parle de ce que je fais, donc j'ai plein d'enthousiasme, etc. Je pense que ça va être sympathique. Effectivement, ce qui me fait plus peur, c'est les autres grosses IA qui sont développées aujourd'hui, disons ChatGPT, etc. Par contre, je ne sais pas quels sont leurs projets et peut-être vont-ils arriver à la même conclusion que moi et ils vont décider de faire plutôt plein de petites IA plutôt qu'une très très grosse qui contrôlerait tout le savoir. Pourquoi plusieurs plutôt qu'une grosse ? Parce que je pense que déjà une grosse, je trouve que c'est pas le cœur de l'intérêt de l'humanité. Pour moi, l'intérêt dans l'humanité, c'est les échanges entre personnes, c'est les relations humaines. Avoir une immense IA toute seule qui connaîtrait tout, qui saurait tout et qui se parlerait avec elle-même, je trouve pas que ce soit un avenir passionnant.